Dans certaines loges, c'était un peu plus ridicule et un peu moins glorieux. Il y avait des loges hétérodoxes, en vérité, qui s'appelaient des mops. Et là, il s'agissait simplement, ayant les yeux bandés, de baiser le cul d'un petit chien. Seulement, le petit chien était en velours. Mais ça, le monsieur qui le baisait ne savait pas tout de suite que c'était en velours. Donc, il y avait là une émotion, si je peux vous dire. Voilà, je vais vous décrire une des cérémonies les plus classiques. Pour un chevalier d'Occident, on utilisait toute une liturgie tirée de 700 chapitres de l'Apocalypse. Non, de 7 chapitres de l'Apocalypse. Le tapis devait avoir la forme d'un octogone. On y voyait 7 lumières. Et un homme vêtu de blanc, les reins serrés par une ceinture d'or, entouré de rayons, tenant 7 étoiles dans la main droite. Au fond de la loge, en face de la porte d'entrée, était un trône surmonté d'un arc-en-ciel flanqué d'un soleil et d'une lune transparente. Il était précédé de 7 marches qui s'appuyaient sur 4 animaux à face humaine. Sur les 2 côtés, le long de la loge, se trouvaient 22 autres trônes, où étaient assis des vieillards à longue barbe, avec une couronne sur la tête. On les appelait respectables vieillards. Le président de la loge siégeait au milieu, il tenait dans ses mains augustes le livre fermé de 7 sceaux, et on le nommait respectable, vénérable vieillard. Pour la réception d'un chevalier d'Orient, on ligotait le bras gauche du candidat, et on le trempait ensuite dans l'eau chaude. On feignait d'y pratiquer une saignée en appuyant fortement sur une veine, avec une fausse lancette de couler du vin. Le liquide glissait sur le bras du patient, dont les yeux étaient bandés, et lui donnait la sensation du sang sortant de sa blessure. Pour le grade d'élu, le candidat introduit dans une caverne artificielle perçait à l'intérieur d'un mannequin, qui représentait Hannibal, un cœur de mouton et rapportait triomphalement planté sur son poignard une tête en carton. Dans l'initiation pour le grade de petit architecte, on demandait au postulant s'il acceptait d'avaler un breuvage mystique qui contenait une portion du cœur de Hiram, et les yeux bandés, on lui mettait dans la bouche une pâte malodorante. Chaque grade, chaque groupe avait son cérémonial, etc. Et vous le voyez, c'était une cascade de titres. Parfait maçon élu, élu de Pérignon, élu des 15, petit architecte, grand architecte, chevalier de l'épée rose-croix, noachite ou chevalier prussien, etc. Et toujours, il s'agissait de venger. Et comme s'introduisait à cette époque-là dans les loges françaises l'idée qu'elle descendait non seulement de Noé, d'Adam, de Salomon, mais aussi des Templiers français, cette idée de vengeance commençait à s'orienter contre la monarchie. Donc il n'y avait pas seulement l'attaque contre la religion catholique, il y avait aussi une tendance, une orientation à combattre contre la maçonnerie. C'est dans cette atmosphère qu'au milieu du siècle se déroulait la maçonnerie, pas très respectée, mais tout de même très recherchée par les gens vaniteux, et vous savez, en dehors de vous, messieurs, que la vanité est un des vices français. Donc, la maçonnerie avait une grande clientèle, mais pas une clientèle aussi bien qu'elle aurait dû. Elle le savait. Seulement, à cette époque-là, il lui est arrivé des recrues de premier ordre. La négligence du régent, la négligence de Louis XV avait laissé se former un groupe littéraire qu'on appelait le groupe des philosophes. Alors qu'au XVIIe siècle, tout le monde voulait être un homme du monde, un homme bien. Au XVIIIe siècle, tout le monde voulait être un philosophe. On disait « je suis philosophe », comme auparavant, on disait « je suis noble ». Être philosophe ne voulait pas dire qu'on avait étudié la philosophie, qu'on avait lu un livre de Platon, ni même de Descartes. Ça voulait simplement dire qu'on n'avait pas foi en Dieu et qu'on voulait avoir une morale strictement dictée par la raison, c'est-à-dire le bon sens, c'est-à-dire ce qu'on voulait faire. Donc, vous voyez les avantages d'être un philosophe, et en même temps, ça a donné un grand prestige auprès des dames et des imbéciles qui sont la majorité de l'humanité. Mais
Tout cela, les écrivains l'avaient exploité, et les écrivains se rendirent compte que le moment était venu de faire un grand effort vers 1745. C'est à ce moment-là que Voltaire commença à organiser, car c'était vraiment une secte, à organiser la secte philosophique comme une loge maçonnique. Lui-même étant en quelque sorte le grand maître, son ami Thierriot étant en quelque sorte son agent de liaison, Diderot étant le recruteur, et bientôt d'Alembert étant à l'Académie, le représentant de cette secte, car depuis 1755, l'Académie a une majorité de philosophes et fait la loi à l'Académie. Pour tirer parti de cette extrême puissance et cette bonne organisation, Voltaire et Diderot décident de faire un geste maçonnique. Les Anglais, la maçonnerie anglaise, avait publié une encyclopédie chez l'éditeur Chambers. Pourquoi la maçonnerie anglaise avait-elle fait cela? C'est qu'il leur semblait nécessaire, en dehors de la propagande qu'on faisait auprès des membres, de lancer dans le public une compréhension des mots et une vue de la réalité qui fut conforme à leur tendance, c'est-à-dire esprit pratique, plus parler de religion, plus parler de problèmes mystiques, parler simplement de science, d'industrie, de commerce, de vie quotidienne et du progrès de l'humanité. Donc, tel était l'esprit de l'encyclopédie de Chambers, qui était faite pourtant avec beaucoup de prudence. D'abord, il fut entendu avec un libraire maçon qui s'appelait Le Breton qu'on traduirait l'encyclopédie de Chambers. Mais Diderot avait une vitalité du tonnerre, et bientôt il décida de ne pas traduire Chambers, mais de faire une encyclopédie plus violente, plus audacieuse, plus réussie. Et alors, s'entourant de collègues et de camarades dont beaucoup étaient maçons, on peut dire la plupart, il a réussi à faire cet énorme travail qu'a été l'encyclopédie, de 1751 à environ 1770. L'encyclopédie a d'abord été combattue par le Parlement. Le Parlement de Paris était janséniste, était gallican, mais il était chrétien. Et dès le premier volume de l'encyclopédie, on s'est bien aperçu que c'était une entreprise antichrétienne et matérialiste. Donc le Parlement a essayé d'arrêter cela. Mais, à ce moment-là, le noyautage maçonnique était tel que le grand seigneur, qui était chargé de la librairie, c'est-à-dire chargé du contrôle des livres, et qui n'était autre que M. le comte de Malesherbes, pour protéger la maçonnerie, fit mettre dans son bureau de la librairie tous les livres qui auraient dû être brûlés. Par conséquent, rien ne fut brûlé, et par conséquent, l'encyclopédie put continuer tranquillement, car les ministres arrachèrent au roi la permission de continuer en disant que ça faisait vivre les artisans et que ça servait au prestige international de la France. En effet, l'encyclopédie est un ouvrage très bien imprimé. Surtout les tables et les gravures sont excellentes. L'encyclopédie fut achetée par toutes les personnes importantes de l'univers, depuis l'impératrice Catherine II jusqu'au roi Frédéric II, sans compter tous les petits princes d'Allemagne et d'Italie et de Pologne. Mais si vous voyez le chiffre de tirage, je crois que c'est 5000 la première, vous seriez étonné du petit tirage. Quoi qu'il en soit, c'était une entreprise formidable et une entreprise très adroite. En quoi consistait l'adresse? L'adresse consistait en une série de trucs. L'un des trucs était, pour éviter d'avoir de trop gros ennuis, quand on traitait d'un sujet religieux, on traitait brièvement et d'une façon à peu près orthodoxe. Mais il y avait un renvoi qui renvoyait à un autre mot où la même question était traitée non plus du tout d'une façon religieuse, mais avec scepticisme et souvent même d'une façon grossière et insultante.
voyez donc que par un jeu de renvoi, on arrivait à dire le contraire à un endroit de ce qu'on avait dit à un autre endroit, et à montrer au lecteur intelligent et subtil ce que l'on pensait vraiment. De plus, toute l'orientation de l'encyclopédie était une orientation humanitaire et matérialiste. Ce que Diderot voulait faire, et ce qu'il a fait, c'était d'exalter l'éclat de la civilisation du XVIIIe siècle, la civilisation matérielle, la civilisation industrielle, la civilisation que l'homme semblait avoir fait par lui-même et pour lui-même, en dehors de tout but spirituel, et simplement pour dominer la terre et se procurer du plaisir, des avantages. Ainsi, Diderot, très adroitement, pensait attirer à lui toute cette classe si nombreuse et si importante en France des artisans, des imprimeurs, des horlogers, des libraires, toute cette énorme petite bourgeoisie française intelligente et encore attachée à l'Église, mais qu'il flattait par la description qu'il faisait de leurs travaux et en même temps auquel il insinuait toute une série d'idées matérialistes. Ce travail eut donc un très grand retentissement et dans la haute société devint une sorte de Bible. Mais je dis dans la haute société car cela coûtait très cher et peu de bourgeois, quelques-uns en avaient, quelques-uns en avaient, puisque dans ses mémoires de jeunesse, Stendhal nous raconte que son grand-père, le docteur Gagnon, à Grenoble, avait une encyclopédie, et donc un médecin de fortune moyenne pouvait en avoir. Et c'est en effet dans ces milieux, de médecins, de légistes surtout, que l'encyclopédie a le plus pénétré sans aller beaucoup plus bas. C'était pour les philosophes un énorme succès d'avoir réussi cela, malgré l'Église, malgré le Parlement, malgré le roi. Seulement, ils se rendirent compte que leur collaboration avec la maçonnerie n'était pas suffisante. Et l'un d'entre eux, qui s'appelait Helvétius, eut une idée encore plus ingénieuse. Helvétius était à la fois le fils d'un médecin hollandais venu à Paris, qui avait eu une très grosse influence, qui avait soigné beaucoup de gens, et qui avait fait une telle fortune qu'il était en même temps banquier. Helvétius était un homme très riche, très impie, qui avait épousé une très jolie femme de Lorraine, laquelle ils avaient rendu impie, et ils avaient un salon très à la mode, qui était le grand salon maçonnique de Paris. Et il y attirait tous les hommes de lettres qu'il pouvait. Mais il voulut donner à ce salon un rayonnement beaucoup plus grand, et il créa, peu avant sa mort, une loge qui s'appelait la loge des 9 sœurs. Vous savez, messieurs, la culture que vous recevez et que vous avez reçue, que les 9 sœurs, ce sont les muses, et que la loge des 9 sœurs, dans le langage fleuri du XVIIIe siècle, voulait dire que l'on invitait tous les artistes, tous les savants, tout ce que l'on appelait alors les hommes à talent, car c'était l'expression, à se réunir autour de la maçonnerie. La loge des 9 sœurs est un succès fantastique. Elle créa même une sorte d'université. Je reviendrai là-dessus. Et vous voyez comment, dans le courant du XVIIIe siècle, la maçonnerie, après s'être affirmée, après avoir pénétré dans la haute noblesse d'abord, puis ensuite dans un milieu un peu plus pègre, mais tout de même, réussit à cimenter son alliance avec les hommes de lettres et à imposer une direction générale à leurs pensées. Il faut ajouter que comme les mesures contre les protestants se relâchaient, beaucoup d'écrivains protestants et même de pasteurs protestants, comme M. Rabot Saint-Étienne et comme d'autres, s'insinuèrent dans la loge des 9 sœurs et accrurent la virulence de ces tendances. Le roi se rendait compte que l'état moral de la France n'était pas bon, et il se rendait compte qu'il fallait y obvier. Et 3 fois, Louis XV
a essayé de tirer la monarchie de cette impasse et d'adapter mieux la civilisation, le cadre monarchique à la civilisation du XVIIIe siècle. La première fois, c'était un ministre tout à fait honnête et très courageux qui lui avait suggéré, c'était M. de Machaut, qui lui avait suggéré d'imposer aux nobles une participation à l'impôt, de ne pas laisser aux nobles et aux ecclésiastiques le privilège de ne pas payer les impôts ordinaires. À quoi les nobles répondaient « Mais nous sommes les seuls à aller à l'armée, nous donnons notre sang ». À quoi les ecclésiastiques répondaient « Mais c'est nous qui entretenons les pauvres, c'est nous qui entretenons les hôpitaux, c'est une charge ». C'était vrai. Il était vrai aussi que dans la France de ce milieu du XVIIIe siècle, engagé dans de grandes guerres, engagé dans toutes sortes de difficultés, l'État avait besoin de plus de ressources et il était prudent, il était sage d'accepter au moins une participation régulière à l'impôt. Le roi s'en rendait compte, mais il ne réalisa pas son projet et voilà pourquoi. À cette époque-là, il était féru de Madame de Pompadour. Madame de Pompadour, vous le savez, était assez jolie, pas très jolie, mais très malade. Et Madame de Pompadour voulait qu'on lui fichât la paix, qu'on la laissait jouir tranquillement de son rang. Or, elle savait que les jésuites préparaient une offensive violente contre elle, poussée par certains grands seigneurs. Alors, elle transigea avec les jésuites et les évêques, et elle dit « J'obtiendrai du roi qu'on retire ce projet, mais vous me ficherez la paix. » Et c'est arrivé ainsi. Donc, si la réforme de l'impôt n'a pas eu lieu, cela tient aux intrigues de Madame de Pompadour et à un moment de faiblesse du roi Louis XIV, le roi Louis XV. Une autre fois encore, comme vous le verrons tout à l'heure, Louis XV se rendit compte qu'il fallait changer le système de la justice, et nous verrons ce qui est arrivé alors. Pour l'instant, nous sommes au milieu du siècle. La maçonnerie est extrêmement forte et la philosophie est encore plus forte. La France est aux prises avec l'Angleterre et avec la Prusse dans une guerre terrible qui est la guerre de 7 ans. Sur terre, les armées françaises ont suffisamment de succès, la chose pourrait aller. Sur mer, on pourrait s'en tirer si l'on était en état de remplacer les premières flottes détruites. Mais l'obstruction du Parlement ne permet pas à la monarchie de reconstruire des flottes. Et ainsi, la guerre de 7 ans se termine par un échec. Mais il faut se rappeler que la guerre de 7 ans n'a jamais laissé envahir le territoire français par l'ennemi, et que par conséquent, s'il y a eu échec militaire, il a été limité à nos colonies et à notre influence en Europe. Cependant, c'était pour le roi une diminution très sensible. Et la monarchie traversait une période critique. Donc, le roi crut devoir prendre un ministre qui était l'ami de Madame de Pompadour et qui passait pour l'homme le plus malin, le plus fort, le plus courageux, et qui était M. de Choiseul. Le comte de Choiseul avait un pif-pif, et en même temps, il était extrêmement orgueilleux, plaisait aux dames, bien qu'il fût horriblement laid, et plaisait aux hommes quand il voulait leur faire des compliments. Ceci dit, c'était un des hommes les plus impies que la France connut. Dans son château de Chanteloup, il avait une chapelle où officiaient de mauvais prêtres, et quelquefois de bons prêtres, car l'abbé de Barthélemy n'était pas un mauvais prêtre. Et alors il y avait pour chaque siège un beau missel relié en marocain, et si vous ouvriez le missel, vous trouveriez un livre obscène dans chaque cas. Ainsi, vous aviez l'air de suivre la messe, et vous lisiez une histoire malpropre. Tout était ainsi à Chanteloup, où M. Choiseul marquait son orientation. Mais cette orientation, on la trouva encore dans 2 autres cas
qui ont été très graves pour l'Église de France. Primo, l'histoire des Jésuites. L'histoire des Jésuites, je vous la conte parce qu'elle est vraiment typique et des Jésuites et de la maçonnerie. Les Jésuites étaient extrêmement puissants, ils étaient très importants. Ils tenaient presque tous les collèges de France et ils les géraient très bien. Ils avaient des prêtres très intelligents et ils faisaient des élèves remarquables, dont le plus remarquable, pas au point de vue de la foi, était M. de Voltaire. Mais enfin, c'était tout de même quelqu'un de remarquable. Les Jésuites avaient donc une place énorme et dans la haute société, une influence qui n'était pas toujours mauvaise. Seulement les Jésuites aimaient l'argent et ils en abusaient. L'un d'entre eux, qui était leur chargé d'affaires financiers à la Martinique, spéculait avec un juif interlope. Dans les Antilles, le roi avait interdit d'exploiter certains îlots qu'il voulait réserver pour l'avenir. Le jésuite Lavalette exploitait 2 de ces îlots avec son juif. Louis XV le sut et écrivit lui-même au père Lavalette, il ne faut pas faire ça, vous aurez des ennuis. 2 fois de suite, Louis XV le fait prévenir. Le père Lavalette, comme il gagnait de l'argent avec ses spéculations sur des îlots qu'il n'aurait pas dû exploiter, continuait. Et faisait un trafic de sucre formidable qui rapportait beaucoup, d'autant plus que la guerre commençait contre les Anglais. Seulement cette année-là, les Anglais réussirent à bloquer les côtes de France et tous les navires du père Lavalette furent chippés et le père Lavalette fit faillite. Voilà. Sur ce, les commerçants avec lesquels il travaillait se retournèrent contre lui et exigèrent d'être remboursés. Il n'avait pas de sous, c'est fini, ils avaient fait faillite. Alors les commerçants se tournèrent vers les jésuites de France, qui dirent, mais nous n'avons rien. Les commerçants se tournèrent vers les jésuites de Rome, qui disent, ça ne nous regardait pas. C'était donc tout ça, vous le voyez. Puis ensuite, les jésuites, qui pourtant sont souvent malins, ont été idiots. Louis XV comptait juger lui-même ce procès dans son conseil privé. Il en avait le droit. Le roi pouvait toujours l'appeler. Les jésuites exigèrent d'être jugés par le Parlement. C'est là que les attendaient les jansénistes, c'est là que les attendaient les gallicans. Et les jésuites furent condamnés à payer et condamnés à être expulsés de France, et l'ordre fut dissous. Ce fut donc dans ces années 1760-62 le plus gros scandale religieux de l'Europe, et en vain le dauphin, qui était un homme pieux et bon, allait-il faire une scène à M. de Choiseul. Choiseul lui répondit d'une façon insultante, car Choiseul n'aimait pas la dynastie. Donc, l'affaire des Jésuites fut un échec personnel pour la dynastie, fut également, au point de vue religieux, quelque chose de très fâcheux, parce que les gens du XVIIIe siècle n'avaient pas encore mesuré que les Jésuites, s'ils sont des gens d'une grande valeur, ne sont pas toujours le modèle de la vie religieuse. Donc, ceci était grave. Mais une autre chose plus grave fut la création par Choiseul de la commission des réguliers. La commission des réguliers était la chose qui a fait le plus de bonheur à la maçonnerie et qui a été préparée par elle. Il y avait à ce moment-là, à Toulouse, un évêque très peu vertueux. Il s'appelait M. Loménie de Brienne. Il était assez intelligent et il appartenait à ce groupe d'évêques qu'on appelait, d'une façon élégante et avec beaucoup d'éloges, on disait c'est un évêque administratif. Évêque administratif, si vous voulez, c'était ce que représente maintenant un évêque qui est un peu progressiste et qui était dans le goût du jour. L'évêque administratif s'occupait avant tout de l'administration de son diocèse, s'occupait avant tout de l'administration de sa province. Le ministre de Brienne s'occupait de l'administration du Languedoc, qui était à ce moment-là la province la plus riche de France. Car il y avait une agriculture très belle, et il y avait aussi, à cette époque-là, des exportations d'étoffes vers le Levant, qui étaient très prospères. Donc, le ministre de Brienne était très loué, etc. Et il était maçon. Monsieur le duc de Choiseul le mit à la tête
de la commission des réguliers. La commission des réguliers avait pour objet de vérifier et de liquider tous les couvents qui ne contenaient pas un nombre suffisant de gens ou qui avaient de la difficulté à vivre. Donc, grâce à M. de Choiseul et à Loménie de Brienne, on ferma des couvents à tort et à travers, de telle façon qu'on diminua d'à peu près 1/3 le nombre des couvents en France. C'était déjà un succès, vous le voyez, pour la maçonnerie et pour Choiseul. En même temps, la maçonnerie faisait une propagande intense dans les couvents d'hiver. Elle réussissait en particulier chez les bénédictins, il faut l'avouer, et aussi dans le bénédictin de Saint-Maur. Par exemple, à Fécamp, tout le couvent était maçon. Le prieur était le supérieur, était le vénérable de la loge, etc., etc. Et tous les pères, depuis le père portier jusqu'aux autres, étaient maçons, et il y avait plusieurs, ainsi des couvents, qui avaient tourné de cette façon-là. Mais alors, c'est livré pour la monarchie, à cette époque-là, une bataille qui a été la préparation directe de la Grande Révolution. Le roi était donc en perte de vitesse. Le clergé était en perte de vitesse, très débauché, très divisé. Certains évêques, comme l'évêque d'Orléans, étaient vraiment déshonorés. Loménie de Brienne aussi. Loménie de Brienne avait de malpropres maladies dont on savait trop bien l'origine. Donc, c'était à ce moment-là, que le roi voulut réagir et renvoya Choiseul, et il prit un ministère plus efficace, avec M. de Maupoux, qui était un magistrat intelligent. Et alors, on renvoya les parlements qui ne voulaient pas obéir. Et on décida qu'on instaurait en France la justice gratuite, et avec des nouveaux fonctionnaires qui obéiraient au roi. Sur le papier, l'idée était excellente. Sur le papier, ça pouvait être le salut de la monarchie. En effet, les parlements qui avaient été créés, non pas pour faire des lois, mais simplement pour les rédiger, n'avaient cessé de prétendre avoir le droit de les dicter, ou du moins de les transformer. Et ainsi, il avait fallu réagir sans cesse, comme l'avait fait Philippe le Bel, comme l'avait fait Charles V, comme l'avait fait Louis XI et Louis XIV, pour les remettre à leur place. Seulement, ils avaient été lâchés, débridés par le régent, et ça continuait. Et ils étaient soutenus par tous les princes du sang, sauf un, le comte de la Marche, et aussi entre le roi, qui avait renvoyé les parlements, les princes du sang, les parlementaires, toute cette masse de petits employés des parlements de Paris, et la maçonnerie qui soutenait ces gens-là, s'est livré une bataille de pamphlets, d'insultes, d'injures, qui a duré 4 ans, de 1770 à 1774. Elle a été d'une violence et d'une grossièreté qui vraiment est le prémisse de ce que sera la période révolutionnaire. Le roi Louis XV aurait sans doute gagné si un mauvais choix, avait tout compromis. L'un des juges, qui s'appelait Gutzmann, eut à juger un petit monsieur pas très sérieux qui s'appelait Beaumarchais, et le condamna d'une façon injuste. Beaumarchais, qui était coriace, fit appel et accusa la femme de Gutzmann d'avoir touché de l'argent pour le présenter à son mari et de ne l'avoir pas présenté au mari. La femme était bête, stupide, elle s'embrouilla. Et Beaumarchais, qui avait beaucoup d'esprit, fit une véritable comédie de cette comparution, en sorte que tout Paris commença par se moquer de Gutzmann. Enfin, ça n'était pas tellement grave, jusqu'au jour où on s'aperçut que cet homme, ce juge, c'est Beaumarchais qui le sut, ce juge avait un faux ménage avec une ouvrière, qu'il avait donné un enfant à cette ouvrière, qui n'avait pas voulu le reconnaître, qui avait accepté d'être le parrain, mais qu'il avait signé au baptême sous un faux nom, ce qui rendait illicite cet acte,
car c'était à ce moment-là la seule pièce d'état civil, et ce qui était un faux en écriture tellement grave qu'il était lui déshonoré, et que du même coup, le tribunal où il était, et où il était un membre important, se trouvait déshonoré. Cet incident, qui n'était qu'un incident petit, fit un tort immense au tribunal, un tort dont le tribunal ne se releva jamais, malgré tous les efforts qu'a fait le roi Louis XV. Si Louis XV avait vécu assez longtemps, la chose aurait pu changer, mais il devait mourir 18 mois plus tard, et c'était trop tôt. On était encore sous l'influence de cela. Et on était sous l'influence de cela à un moment où la famille royale était divisée. Louis XV avait pris comme maîtresse une charmante femme, qui était évidemment une putain, mais qui était aussi une très pieuse femme, et qui s'appelait Madame du Barry. Elle était la plus jolie de toutes. Elle avait de très bonnes idées, elle était très, très bien. Mais enfin, elle n'avait pas de bonnes mœurs auparavant. Enfin, c'est pas de sa faute, quoi. Enfin, elle avait de bonnes idées. Et elle était détestée par les maçons, par beaucoup de gens, et par Marie-Antoinette, qui avait organisé, bien qu'elle fût la petite gendresse du roi, une cabale contre elle. Alors, Louis XV, furieux contre la femme du dauphin, était mécontent du dauphin, ne le mettait pas au courant des affaires, ne le recevait pas, ne le faisait pas venir aux réunions de ministres, et ainsi, la famille royale, qui aurait dû être unie dans ce moment grave, était désunie au moment où toutes les forces hostiles, philosophie, maçonnerie, haute noblesse, étaient dressées contre elle. Ceci me permettra demain de vous montrer comment Louis XVI a essayé de rompre ce faisceau de forces hostiles et comment, en fin de compte, il a été battu et il est mort. Mais c'est ce drame que je vous raconterai demain, et drame qui, vous le verrez, n'a pas du tout la forme que l'on donne d'ordinaire au récit de la Révolution, qui est un récit mensonger, fabriqué après coup pour faire excuser des crimes inexcusables. Si vous avez des questions, vous n'avez plus beaucoup de temps, mais vous pouvez me les poser demain. Maintenant, dès aujourd'hui, vous pouvez me les poser, je vous répondrai demain. Il paraîtrait intéressant de savoir quelles étaient exactement les différentes loges maçonniques avec la Grande Loge de Londres, parce que, et même en Angleterre, de Londres, enfin d'Angleterre, et même si en Angleterre, il a subsisté, après la création par des réguliers de la Grande Loge de Londres, d'autres sectes d'une obédience plus spirituelle. Ceci est un monde, et voici brièvement ce qu'on peut vous dire. Toutes les loges françaises du début devaient avoir un brevet de la Grande Loge de Londres. Toutes. À partir du moment où il y a eu un grand maître français, toutes les loges françaises devaient avoir un sceau, un papier du grand maître français. En Angleterre, il y avait 4 autres obédiences qui s'étaient séparées l'une de l'autre et qui vivaient et qui se faisaient la guerre. Et des obédiences dont certaines étaient plus, si on peut dire, plus à gauche, d'autres étaient plus traditionnelles et presque chrétiennes. Il y avait donc en Angleterre une guerre. Et en Angleterre, la guerre a fini par être gagnée par les maçons modérés, donc ceux qui étaient déistes. En France, au contraire, les loges, comme je vous le dirai demain, ont été reprises en main par les éléments les plus violents et mises sous la coupe de l'homme le plus dangereux, qui était le duc d'Orléans, et de son secrétaire, M. Chaudry.